pouvez parler, je vous en prie. Oui. C'est bon, on y est. Donc bonjour à tous, moi c'est Sarah Impera de l'agence Ardel Les Biens Architecte. Architecte, chercheuse urbaniste chargée du projet des résidences étudiantes des l'UCAD. Et Ama Baglo, donc j'ai travaillé sur ce projet en tant qu'ingénieur énergie et environnement entre 2015 et 2017. Et donc je vais vous partager le retour d'expérience de ce qu'on a réalisé sur ce projet. Et aujourd'hui, je suis directeur délégué d'Openergy, une autre entité du groupe Aegis comme Elliott. Donc les campus des UCAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est notre site des projets et l'université des UCAD, c'est une des plus importantes de l'Afrique de l'Ouest. C'est un centre d'excellence qui accueille près de 80 000 étudiants. Et les campus sociaux, spécialement, notre site, c'est un périmètre sécurisé qui accueille tous les bâtiments des résidences étudiants et les services qui sont connectés. Donc les services pour la restauration, quelques équipements sportifs et les lieux pour la prière. Donc face à une pression démographique croissante, parfois aussi marquée par des moments de violence intenses chez les étudiants, et aussi on demande très urgence des nouveaux lits et des nouveaux logements. AMSA Realty s'élance comme promoteur pour la construction des nouveaux bâtiments pouvant accueillir des nouveaux places pour les étudiants. Et elle lance donc en 2015 la construction d'un nombre important de nouveaux bâtiments, appuyés aussi par Redman comme MOD. Dont les projets commencent en 2015 et portent sur la construction d'environ 15 bâtiments dont nous sommes chargés des études. Là aujourd'hui, après plus de 10 ans, il y a les premiers 2 bâtiments qui ont été livrés en 2024 et qui accueillent environ 750 étudiants et le reste des bâtiments est encore en chantier. Entre les campus des UCAD et les campus des Claudel dédiés aux jeunes femmes étudiantes. Les bâtiments, ils ont une surface d'environ 3000 m² et ils peuvent accueillir chacun environ 350 étudiants. Donc, d'abord, la démarche du projet, ça a été celle de construire ces bâtiments avec des matériaux locaux. Donc, les bâtiments, ils sont conçus en béton armé, en ossature porteuse, poteaux dalles, poteaux poutres et dalles pleines. Et ensuite, les briques sont utilisées en remplissage. Il s'agit des briques pleines, des briques alvéolées ou des briques à mouche arabier utilisées dans les façades, mais aussi on a utilisé des briques des sols intercuites également pour tous les espaces publics. Cette démarche a trouvé un écho favorable auprès des AMSA qui, en 2016, rachète la briqueterie Sofamac, située au nord de Dakar, à Diès. Justement pour alimenter un brique des terres cuites, c'est la construction de tous ces bâtiments dans les centres-villes de Dakar. Donc les projets concernant l'implantation urbaine assument dès le départ des notions de bioclimatisme. Donc les bâtiments sont orientés nord-ouest-sud-est pour capter le plus possible les vents dominants. Ils sont organisés en double L avec des jardins de fraîcheur dans des lanières situées au centre des bâtiments. Et ensuite, ils ont une faible épaisseur pour permettre la ventilation traversante. En gros, chaque bâtiment, il est un peu le résultat de la répétition du module de la chambre, qui est un peu l'unité de base qui construit ensuite ces nouveaux systèmes urbains et ces nouveaux tissus au sein du campus social des UCAD. Donc ici, on voit une image dans les bâtiments réalisés en espace commun, et on peut effectivement apprécier la faible épaisseur des masses bâties. Donc, comme dit avant, les bâtiments ils sont organisés en double L
d'une épaisseur construite de 5 mètres, ce qui permet une ventilation traversante des façades à façade. Les chambres sont distribuées par des coursives à l'air libre qui longent les façades côté intérieur le long de ces jardins de fraîcheur. Et les circulations verticales sont assurées par des escaliers métalliques toujours parallèles aux façades. Donc ici, on voit dans les plans ces systèmes vraiment de répétition de la même mesure de la chambre qui ensuite organisent l'entièreté des bâtiments. Ici, on voit une chambre type. Donc pour se situer au sud du dessin, on voit la coursive extérieure. Au nord, la façade donnant vers l'extérieur des bâtiments. Et donc ici, l'enjeu, c'était d'absorber une très forte demande de densité à l'intérieur des bâtiments, tout en assurant un confort et un bien-être à l'intérieur, selon les principes bioclimatiques. Donc ne faisons pas recours à la climatisation artificielle, mais en s'appuyant seulement aux circulations d'air, à la protection des façades, du soleil et effectivement cette ventilation à ces mouvements d'air continus à l'intérieur des bâtiments, mais aussi à l'intérieur des pièces de vie. Donc chaque chambre accueille 8 étudiants. Donc la densité a été superposée plutôt en hauteur qu'en plan. Donc les pas d'étage des bâtiments est très important, c'est 4 mètres de hauteur, ce qui permet de superposer 4 rangées de lits en hauteur. Les chambres s'organisent aussi autour d'un espace de vie central qui permet aux étudiants de se dédier à leurs travaux d'études, bien éclairés. Ici, on voit une épaisseur des façades très importante. Donc, on est sur une double façade, un pot extérieur qui assure la protection solaire des surfaces vitrées qui sont dans les murs côté intérieur, constitués en briques alvéolées qui font également une séparation thermique entre l'intérieur et l'extérieur. Cette épaisseur importante des façades a aussi une notion d'utilité au quotidien pour les étudiants parce qu'elle permet les séchages du linge, ce qui contribue aussi à donner de l'humidité à l'air intérieur. Ici, on voit un peu le système des jardins des pluies au cœur des bâtiments et aussi les coursives et les circulations verticales. Je laisse la parole à Ama, qui va continuer. C'est ici pour aller devant. Okay. Donc, merci Sarah pour cette introduction sur la partie architecturale et du projet. Donc moi, je vais vous présenter ce qu'on a mis en place pour le sujet bioclimatique. Donc le contexte, c'est qu'on est à Dakar, on est dans un climat qui est très chaud. On n'a pas d'alternance de chaud et de froid comme en France ou en région parisienne. Donc l'idée, c'était d'arriver à proposer une conception qui permette de garder un confort qui soit permanent sur la durée, sans augmentation continue de température dans les logements. Et donc pour ça, le parti qui a été pris, c'est de travailler sur différents aspects. Le premier et le principal, c'est vraiment se protéger des apports solaires. Une fois qu'on a fait rentrer de la chaleur, c'est compliqué de la faire sortir, donc de se protéger au maximum. Et le deuxième aspect, c'est de ventiler naturellement, de façon à évacuer en fin de journée ou pendant la nuit la chaleur qui est quand même emmagasinée dans les logements. Le troisième parti architectural qui a été très intéressant, c'est d'utiliser des matériaux à forte inertie. Donc, on construit beaucoup dans les régions subsahariennes en béton ou en ciment parce que c'est ce qui s'est exporté facilement. Et on se détourne de plus en plus des matériaux locaux qui, au départ, permettaient de construire des logements qui restaient confortables toute l'année. Et donc, on a eu cette ambition-là de remettre ce sujet à l'ordre du jour pour apporter ces matériaux dans les logements. Le principal intérêt de ces matériaux à forte inertie, il est double. Le premier intérêt, c'est qu'effectivement, ça donne de l'inertie. Donc, ça décale le moment où on atteint des températures très élevées dans le logement par rapport à l'extérieur. Donc, il y a un déphasage des températures qui permet d'avoir une température qui commence à monter très fort dans le logement une fois que le pic de température extérieure est passé. Et donc, on est déjà en soirée et donc on peut ouvrir et on rafraîchit. Donc, on s'évite d'avoir des pics de température à 14, 15 heures ou 16 heures de l'après-midi. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, avec la terre cuite,
c'est la gestion de l'hygrométrie. Donc c'est un matériau qui absorbe l'humidité de l'air, et en termes de température ou de confort ressenti, il y a à la fois la température qui génère de l'inconfort, mais il y a l'hygrométrie aussi. Et donc la terre cuite permet de réguler l'hygrométrie en l'absorbant quand il y en a trop, ou en la relâchant quand il n'y en a pas assez, et ça participe aussi au confort des occupants. Le quatrième point qui est présenté, c'est les jardins de pluie, comme l'a dit déjà Sarah. C'est effectivement des zones plantées tout en bas entre les coursives. Donc on a les vents dominants qui s'infiltrent entre les rangées de bâtiments, qui viennent dans cette partie qui est plantée et qui est plus fraîche que l'extérieur. Et cette fraîcheur va naturellement monter dans cette zone intérieure entre les deux bâtiments pour créer une zone un peu plus fraîche que les alentours du bâtiment. Donc ces différents principes ont été imaginés dès le départ. Et ensuite, il a fallu concrétiser à travers des études, des essais et différents scénarios. Donc là, ce qu'on voit, c'est une coupe d'un des bâtiments avec les deux ailes et la coursive intérieure au milieu. Ce qu'on a mis en place pour les protections solaires, on peut voir qu'au niveau des toitures, il y a des surtoitures qui ont été mises en place. Le sujet, c'est que dans des habitations classiques, l'étage qui est au-dessus, il prend tous les apports solaires et donc la toiture chauffe. Et une fois qu'elle chauffe, elle transmet la chaleur dans l'étage le plus élevé. Donc ce qui a été mis en place, c'est des surtoitures pour avoir un découplage entre la surface qui va chauffer et la surface qui est au-dessus, enfin la toiture des logements supérieurs. Ça permet de ne pas transmettre cette chaleur-là directement à l'intérieur de la chambre. Et en plus, on a une lame d'air entre les deux. Du coup, la chaleur de la surtoiture est évacuée aussi par de l'air qui passe entre les deux. Donc ça permet de maintenir la toiture à une température acceptable et de ne pas surchauffer artificiellement parce qu'on a du soleil qui tape directement dessus. Ça, c'est un premier principe. La disposition des surtoitures permet aussi d'éviter que les apports solaires ne rentrent directement dans la coursive, dans l'espace entre les deux bâtiments. Donc pour accentuer cet effet d'îlot de fraîcheur entre les deux ailes de bâtiment, pour qu'on puisse s'y sentir bien, même s'il fait très chaud à l'extérieur parce qu'on est protégé du soleil et on est à l'ombre, et en plus on a les jardins de pluie qui font remonter de la fraîcheur. Donc ça permet de garder cette fraîcheur-là. Et avec la ventilation naturelle, avec les vents dominants qui rentrent directement en plein axe Enfin, ils ne sont pas totalement en plein axe, ils sont un peu décalés par rapport aux deux ailes de bâtiment. Ça permet de faire en sorte que cette fraîcheur à l'intérieur puisse circuler dans les logements et du coup ressortir de l'autre côté en traversant. Et donc la faible épaisseur, comme l'a souligné Sarah, des logements fait que l'air arrive facilement à rentrer et à sortir, et ça crée du coup du mouvement dans ces logements-là. Donc c'est les principes qu'on a mis en place. Ah oui, le dernier principe, c'est les mouchards-biais. Comme l'a dit Sarah, on a mis en place des briques de terre cuite avec des motifs de mouchards-biais. Donc dans l'architecture africaine traditionnelle, on retrouve beaucoup de claustras. Enfin, il y en a aussi ici dans certaines régions. Donc c'est des ouvertures voilà, carrées ou rectangulaires avec différentes formes qui permettent de laisser passer l'air pour ventiler naturellement. Et donc c'est le même principe qui a été mis en place sur le projet. Et donc ça permet aussi, une fois que c'est en façade, de limiter la quantité d'apport solaire qui rentre. C'est comme si on avait des bris soleil disposés partout, à la fois horizontales et verticales, parce que du coup ils sont carrés, ils ont une certaine épaisseur, et donc du coup on bloque la plupart des apports solaires qui rentrent quasiment tout le temps, parce qu'ils sont là et ils ne bougent pas. Donc on protège vraiment par rapport aux apports solaires, et ensuite on permet de faire de la ventilation traversante. Ensuite, bon, comme on est bureau d'études, on a fait plein d'études paramétriques aussi pour pouvoir donner des axes d'orientation et des choix de partie pour les architectes. Un des sujets qui s'est posé, c'est quel taux d'ouverture on prend pour les mouchards à biais. On peut avoir des niveaux d'ouverture différentes en fonction de la forme de brique qu'on choisit. Et donc la question qui se posait, c'est comment faire en sorte d'avoir assez de lumière naturelle dans les espaces, parce qu'on a quand même deux barres qui sont l'une en face de l'autre. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que plus on descend dans les niveaux inférieurs, moins on a de lumière naturelle, et plus on monte dans les étages supérieurs, plus on a de lumière naturelle. Donc notre approche intuitive au départ, c'est de se dire, on va mettre en place des mouchards à biais plus ouverts en bas et moins ouverts en haut. Et ce qu'on voit avec l'étude d'ensoleillement aussi sur les façades, d'irradiation sur les façades en bas à droite, c'est qu'effectivement, on a beaucoup plus d'apports solaires sur les façades intérieures en haut qu'en bas.
Donc ça, c'était le parti pris de départ. En faisant les études paramétriques en lumière naturelle en haut à droite, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, il y a une différence d'apport en lumière naturelle dans les logements entre le rez-de-chaussée et le R+2. Par contre, quand on fait évoluer le taux d'ouverture des moucharabiers, on n'a pas tant de différence que ça entre des moucharabiers très ouverts ou des moucharabiers très fermés. Soit on a de la lumière et on en a, soit on n'en a pas assez, et ça ne change pas grand-chose d'avoir une ouverture de 67% du moucharabier. Du coup, le parti pris qui a été choisi, c'est de partir sur les moucharabiers les plus fermés en ouverture, de façon à maximiser le fait de limiter les apports solaires, parce que de toute façon, ça ne changeait pas grand-chose. Et dans le même temps, ça permettait aussi, en termes de production, d'avoir une unité de production qui était identique et de ne pas dupliquer des tailles différentes de moucharabiers à produire, et donc d'optimiser aussi le coût de réalisation, la pose, enfin d'optimiser le chantier de façon globale. Donc c'est ce que ça a permis de faire. Donc il y a plein d'autres études dont je ne parle pas là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ce qu'on voit sur les ouvrants en façade, ici, c'est les différentes façades du logement. Donc à gauche, c'est la façade qui donne sur la coursive, on voit la porte d'entrée, et à droite, c'est la façade qui donne sur l'extérieur de l'autre côté. Donc il y a cette rangée d'ouvrants, et au devant de cette rangée d'ouvrants, il y a l'ensemble des moucharabiers qui protègent la façade. Et ce qu'on a mis en place comme études dans ces logements-là pour dimensionner les ouvrants, on a fait des études de CFD, des études de STD aussi, pour évaluer la quantité de renouvellement d'air qu'il fallait pour pouvoir brasser l'espace et pouvoir maintenir des températures confortables toute l'année. Parce que si on fait une étude en statique, on fait des calculs de bilan de puissance, on se dit j'ai tant d'énergie dans mon bâtiment que je vais décharger pour maintenir la température à un certain niveau. Mais ça ne se passe pas toujours pareil en dynamique parce que du coup, au fur et à mesure des jours, la chaleur peut s'accumuler indéfiniment. Donc l'intérêt de faire cette approche en dynamique, c'est de valider effectivement si on arrive à évacuer chaque jour pour le jour d'après, de façon à ce que progressivement on ne monte pas en température et que ce soit une boucle infinie. Et donc on est déjà à la conclusion. Donc du coup, ces différentes études ont permis de réaliser un projet dont on a des premiers retours aujourd'hui qui sont très satisfaisants, qui nous permettent de dire que cette approche bioclimatique n'est pas qu'une vue de l'esprit. C'est des études qu'on a fait en 2015-2017 et aujourd'hui on commence à voir la vraie réalisation des projets qui sont occupés par des étudiants qui en sont très satisfaits. Et donc c'était une belle collaboration avec l'agence d'architectes Ardel de Bihan, qui nous a permis de faire un super projet où on voit un peu ici en synthèse tous les principes qui ont été mis en place. Juste pour conclure, encore un mot. Dans cette image, on voit un peu, on lit un peu l'image de cette architecture et avec une dimension ornementale qui est très forte. Les moucharabiers, ils ont une présence graphique très importante et ils ont été développés en collaboration avec les études thermiques et bioclimatiques, mais aussi en collaboration avec un artiste sénégalais qui s'appelle Alioumbe, avec qui on a beaucoup collaboré. Et ils sont quand même les résultats d'une notion de nécessité, comme ça a été bien expliqué, et aussi d'une notion utilitaire qui permet les bons fonctionnements bioclimatiques des bâtiments. Donc pour nous et pour l'agence, ces sites extrêmes a été vraiment l'occasion d'expérimenter et l'application des principes des bioclimatismes et un très bon terrain d'étude aussi pour développer ça en France métropolitaine et en Europe. Merci. C'est un très très beau projet. Vous pouvez aller l'applaudir, bien sûr. Je propose de prendre quelques questions également pour ce beau projet. Une question. Oui, monsieur là-bas. On va vous apporter un micro. Merci de vous lever pour qu'on vous voit bien et de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Jamal Laguel de la ville de Paris. Donc, je voudrais juste savoir, est-ce que vous avez pensé par rapport à la saison hivernale? Je ne connais pas le climat de Sénégal, mais quand il fait froid, est-ce que vous avez pensé à ça ou pas? Je pense qu'il ne fait pas vraiment froid. Hein. Ah, d'accord. Je connais pas le climat, mais bon. Non, on est en plein sur l'équateur. Je pense que quand il descend au max, il doit faire peut-être 15 degrés.
15 ou 17 degrés, donc ils sont bien contents quand la température descend. Mais la plupart du temps, il fait plus 38, 39, 40, voire plus. D'accord. Donc ça ne descend pas moins de 15 degrés. Donc ça descend pas. Et quand ça descend, c'est encore la nuit, mais il fait pas froid, quoi. Ok, merci. Merci. Peut-être une autre question? Oui, madame, levez-vous s'il vous plaît, qu'on vous voit bien. On vous apporte un micro. Bon, moi, je m'appelle Andrea Cifuentes, je suis architecte, je viens de Colombie, donc je comprends bien les défis que vous avez par rapport au confort d'été. Vous êtes en été tout le temps, je pense. Et d'abord, merci pour ce beau projet. Et ma question, c'est par rapport au retour d'expérience que vous avez eu de la part des usagers. Est-ce que ces retours ont été faits par enquête ou c'est juste des commentaires que vous avez entendus? Et si vous avez fait des mesures sur place pour confronter les hypothèses dans les simulations? Merci. Je vais répondre peut-être pour la première partie de la question. C'est vrai qu'on n'a pas fait des vraies enquêtes de type sociologique avec des questionnaires chez les étudiants. Mais c'est vrai qu'on a des retours un peu informels avec des vidéos des étudiants qui sont diffusées dans les réseaux sociaux et qui les montrent vraiment très contents et très heureux d'habiter ces bâtiments. Et après, on a pu échanger avec eux sur place. Comme il y a aussi une partie des bâtiments qui sont encore en chantier. Et donc, on est allé voir ces premiers 2 bâtiments habités. On a pu échanger avec eux. Effectivement, ça se passe très, très bien aussi parce que la qualité de ces logements, elle est beaucoup plus élevée aussi par, effectivement, prise de position de la part des AMSA par rapport aux bâtiments existants dans le campus. Et juste pour compléter, en amont, on a fait une visite sur place au démarrage du projet. Donc on est allé sur place pour rencontrer justement les différents acteurs de la vie étudiante pour poser les différentes questions de qu'est-ce qu'ils attendent du bâtiment, c'est quoi leur problématique actuelle, pour vraiment identifier sur ce quoi on met l'accent et comment est-ce qu'ils s'y voient par la suite. Donc c'était pas une enquête sociologique au sens, mais du coup on a quand même rencontré les utilisateurs, on s'est promené sur le campus, on a vu les bâtiments existants. Donc il y avait un bâtiment existant qui était tout vitré, plein sud, et ils nous ont dit qu'il venait d'être livré, mais il n'y a personne qui voulait être dedans, par exemple. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses qu'on a vues et qu'on s'est dit effectivement, on ne va pas le faire comme ça. Comment est-ce qu'on oriente les bâtiments? Comment est-ce qu'on s'implante dans le site existant? Donc il y a eu une approche terrain avant de mettre en place toutes les études. Et ensuite, voilà, moi je suis très preneur qu'on refasse une expédition pour aller... Et vous avez pu mesurer sur place après, maintenant que c'est livré? Non, mais je pousse pour qu'on puisse le faire. D'accord. Voilà, ce serait intéressant de pouvoir le faire parce que c'est important de faire le lien entre ce qu'on a conçu et ce qu'on a réalisé. Et il y a des retours d'expérience, enfin les retours terrain qui arrivent, mais c'est bien de pouvoir le quantifier, de voir jusqu'à quelle température on monte en été, pour aussi partager pour d'autres projets futurs. Donc voilà, on milite pour ça. J'imagine. Une dernière question rapide, s'il vous plaît, monsieur. On vous apporte le micro. Levez-vous, s'il vous plaît, comme ça on vous voit bien. Donc c'est Maher Kazan du Cercle Promodule. Donc est-ce que vous avez quand même fait des études d'estimation de la température intérieure ou des indicateurs de confort d'ETS? Vous pouvez nous parler un peu de ces résultats, même si ce n'est pas à mesurer, mais du moins calculer qu'est-ce que ça donne avec ces approches passives? Si, bien sûr, on les a faites. Pour tout dire, pour la présentation, j'ai dû refouiller dans des archives parce qu'entre-temps, le dossier du projet a été archivé. Et donc, j'ai retrouvé notre étude environnementale. Donc, on pourra en discuter si vous voulez suite à ça. Donc, on a effectivement dans les simulations, quand je disais tout à l'heure, la simulation en dynamique, c'est une simulation pas de temps horaire. On prend le fichier météo local, on intègre les apports internes du bâtiment, les apports solaires, on intègre tout et on regarde en fait comment est-ce que les températures intérieures évoluent. Et donc, en intégrant les éléments sur l'inertie, sur les protections solaires, on a été en mesure d'évaluer le niveau de déphasage de température qu'on pouvait avoir à l'intérieur par rapport à la température extérieure pour évaluer si on avait assez d'ouvrants de ventilation naturelle ou pas, en fonction de ce qu'on ouvre et ce qu'on n'ouvre pas. Ce que je n'ai pas dit par exemple, c'est que sur les différents ouvrants, on a prévu que la nuit, on n'ouvre pas tous les ouvrants, on ferme ceux qui sont en bas et on ouvre ceux qui sont en haut. C'est pour ça qu'on en a fait sur 2 niveaux d'ouvrants, de façon à ce que la nuit, quand les personnes sont allongées, il y a une ventilation qui se passe en partie haute qui continue de balayer l'espace sans qu'ils ne sentent
du vent autour d'eux. Et donc, en fonction des taux d'ouverture qu'on a mis en place dans la simulation, ça nous a permis de voir si on arrivait à renouveler assez l'air, à maintenir une température confortable ou pas. Donc, on les a faites. Donc, on pourra en discuter plus en détail si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'infos sur ce beau projet. Merci beaucoup. C'est ça aussi l'intérêt d'Energy Meeting, si vous puissiez rencontrer ces gens, justement discuter avec eux aussi entre les conférences, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Vous pouvez les applaudir. Merci. Merci. Et ça tombe bien, on va justement parler de ce sujet. Alors j'invite les personnes qui sont debout au fond, il y a des places devant. N'hésitez pas, hein, vous en avez encore au moins 2 rangées ici, vous avez une rangée devant moi.